Bienvenue dans le débrief sur Média TV Afrique. Très heureux de vous retrouver pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. La tension ne retombe pas en Guinée après les violences post-électorales qui ont embrasé le pays. L'opposition rejette en bloc les résultats qui donnent le président sortant Alpha Condé vainqueur dès le premier tour avec 59% des voix. Des commissaires de la CENI dénoncent des fraudes. D'aucuns appellent à la reprise partielle, voire totale du scrutin. La réélection d'Alpha Condé aura-t-elle des conséquences sur le pays? Si oui, comment les éviter? Et pour en parler sur ce plateau, je reçois René Massiga. Vous êtes journaliste politique, analyste également. Monsieur Massiga, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité sur ce plateau de Média TV. Et en face de vous, Eladj Ndiaye, vous êtes analyste politique. C'est un plaisir également de vous recevoir sur le plateau du débrief. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors je vous le disais, on parlera évidemment en ce qui concerne la première partie de l'émission de la présidentielle en Guinée, élection présidentielle en Guinée, une première d'une série de scrutins importants sur le continent. Oui, une première, on peut la considérer ainsi, mais étant entendu que depuis un an quand même, il y a des scrutins importants aussi qui sont organisés sur le continent et qui ont été très démocratiques, très politiquement discutés au niveau des acteurs politiques à l'interne. Donc pourquoi la Guinée est importante? Parce que depuis quand même un an, la Guinée est quasiment sur la sellette du point de vue politique en Afrique de l'Ouest, parce qu'on attendait un peu l'issue du processus électoral eu égard aux questions qui sont évoquées relativement au troisième mandat, mais également relativement à la participation des autres acteurs au processus politique. Alors maintenant, pratiquement la sentence est tombée. Il y a la CENI qui a déclaré Alpha Condé comme étant vainqueur du scrutin, et avec la crise qui est née un peu de cette situation. Mais ce qu'il faut retenir sur la Guinée, c'est que quand même, c'est un acquis de taille que la Guinée soit là. Parce que si on se rappelle, pratiquement depuis 50 ans, le pays était dans une situation qui rappelle en fait les années de braise du point de vue politique en Afrique. Exactement. De manière générale. On a vu que le processus démocratique a commencé quasiment en 2010 avec l'élection du président Alpha Condé. Même si cette élection n'a pas été entrée toutes les garanties de succès avec ce qu'on connaît entre les deux tours. Au premier tour, c'est Loudélan Diallo qui a été considéré comme étant devant pour les élections, et 4 mois après, on organise le second tour et quasiment Alpha Condé était devant. Et donc 10 ans après, pratiquement, on se remet dans une situation où on doit régler les questions primaires de la gouvernance électorale, parce que c'est ça qui s'est posé actuellement en Guinée. C'est exactement le cas aujourd'hui aussi. Monsieur Ndiaye, on parle tout à l'heure de la réélection d'Alpha Condé. Était-elle prévisible selon vous? Moi, je pense que c'était prévisible quand on voit tous les jalons qui ont été posés depuis le début. Vous savez, il l'a dit depuis plus d'1 an, la Guinée attire l'attention, parce que tout le monde savait en réalité qu'il y avait une situation quasi insurmontable qui se posait en Guinée. Parce que quand on a vu ce qui s'est passé au référendum, et comme le forcing qui a été fait également par Alpha Condé pour instituer cette loi qui lui permettait justement de pouvoir se représenter pour un 3e mandat, on savait en réalité qu'il n'a pas fait tout ça pour perdre des élections. Et on a vu en réalité qu'au lendemain du scrutin, tout ce qui s'est passé, la contradiction qu'il y a entre les premiers résultats qui sont sortis des urnes et qui ont été diffusés, parce que n'oublions pas que nous vivons dans un monde de l'information. Et ça va très vite. Ça va très vite, de manière instantanée. Les gens ont les résultats. Et n'oubliez pas que chaque candidat a ses représentants au niveau des bureaux de vote, au niveau des centres de vote, et qu'ils peuvent relayer à temps réel les informations sorties des urnes et les résultats sortis des urnes. Et on a vu qu'Alpha Condé aussi, pour cette élection, s'était préparé en mettant en place un dispositif qui lui permettait d'avoir une remontée d'informations, de pouvoir cumuler les résultats qui sont sortis des différentes urnes et de pouvoir savoir plus ou moins quel est le résultat probable des urnes. Est-ce qu'il y aura un second tour ou est-ce que lui, il gagne au premier tour? Et quand on voit que 2 jours après, avec tout ce qui s'est passé comme rétention de bulletins de vote, comme rétention de PV qui ont été dûment établis, Alpha Condé parvient maintenant à se proclamer vainqueur à 59%. On ne parle même pas d'un second tour. Comme ce fut le cas lors de l'élection présidentielle précédente. Au premier tour, c'était Seydou Dalan qui était justement en tête avec quelque chose comme 40% des voix pour se retrouver quelques mois après
perdre les élections. Ici, Alpha Condé nous dit qu'il passe au premier tour avec 59% ou un peu plus de 59% des voix. C'est irréaliste. On voit en réalité qu'il y a une stratégie qui a été mise en place, savamment orchestrée, pour pouvoir permettre justement aux candidats sortants de gagner ces élections-là. Et moi, là où j'ai un problème et où ça me préoccupe, c'est que la Guinée, en réalité, est un laboratoire et ça constitue un cas d'école. N'oublions pas que la question du troisième mandat, elle se pose en ce moment en Guinée, mais elle va se poser dans quelques jours en Côte d'Ivoire et ça risque de se poser également même au Sénégal. Et si on laisse faire et que ça passe en Guinée, il faut se dire que tous ces chefs d'État-là qui sont à la tête de ces pays, qui ont la prétention d'avoir un troisième mandat, se donneront les moyens de gagner les élections qu'ils vont organiser dans leur propre pays. On parlait évidemment, ça fait jurisprudence, hein, cette validation de troisième mandat d'Alpha Condé, cette victoire. Comme M. Ndiaye l'a souligné, c'est qu'aujourd'hui, il y a un exemple palpable dans la sous-région de se dire, c'est passé en Guinée, ça peut passer chez nous. Oui, absolument. Pratiquement tous les chefs d'État en Afrique de l'Ouest qui sont tentés par un troisième mandat sont en train de réfléchir. Et même ceux qui n'y pensaient pas en quelque sorte. Parce que pratiquement c'est passé pour ce qui concerne la Guinée, même s'il reste encore des goulots qu'il va falloir surmonter. Parce que quand même, disons que Cellou Dalein Diallo est catégorique au moment où nous sommes. Donc il a refusé quasiment de négocier sur quoi que ce soit avec les émissaires de la CEDEAO, même si le blocus a été levé, quand même c'est une revendication qui a été satisfaite. Mais pour les chefs d'État ouest-africains, c'est déjà passé pour la Côte d'Ivoire, il sera candidat, ça passe pour d'autres pays, mais ça va aussi pour le Sénégal, aussi on ne sait pas ce que ça va donner d'ici 4 ans en fait. Et donc moi je crois qu'il nous faut nous interroger en Afrique de l'Ouest sur nos modèles en quelque sorte. C'est ce que je disais la dernière fois. Est-ce que les modèles ont donné les résultats escomptés en matière de démocratie? Est-ce que par exemple ce que nous escomptions, est-ce que les gens que nous idolâtrions, excusez-moi, sur lesquels nous avions mis beaucoup d'espoir quand, par exemple, nos pays étaient bloqués par des régimes autoritaires qui étaient là, est-ce que ces modèles-là ont donné quelque chose de concret? Moi, je vois plutôt en Afrique de l'Ouest un retour à l'autoritarisme assumé, en quelque sorte, de plus en plus. Regardons les pays qui ont organisé des élections à passer par la situation au Togo, regarde le Bénin, ce que le Bénin est devenu actuellement. Pratiquement, c'est de l'autoritarisme assumé. Avec la loi sur le parrainage. Oui, avec la loi sur le parrainage, mais avant même la loi sur le parrainage, tout a été fait pour écarter quasiment ce qui n'était pas dans le camp du pouvoir. On a vu par exemple que le président Yahya Boni était pratiquement victime de harcèlement. Même malade, il ne pouvait pas être évacué. Il a fallu l'intervention des pays occidentaux, des étrangers pour qu'ils puissent être évacués. Et donc en Afrique de l'Ouest, ce qu'on constate, il y a une forme d'autoritarisme qui vient et qui est en train de se manifester. D'abord, ça se manifestait sur les élections, à travers les élections, parce que jusque-là, tout ça a été un processus en fait. Ce qui arrive à la Guinée a été un processus qui a été assumé par le camp de Condé. En vérité, Condé a fait tout pour contrôler le scrutin. Condé a organisé quasiment un référendum qui a été boycotté par les autres partis publics. Ensuite, Condé est parvenu quand même à faire en sorte qu'une ville comme Kankan représente pratiquement le tiers de l'électorat. Ouais. L'électorat, et ça, on l'oublie en fait. Kankan fait 22%. Or, si on voit en matière d'élection actuellement dans le monde, quasiment ce sont les capitales qui sont devant en matière en matière de l'électorat en fait. Dakar, par exemple, est loin devant certaines villes, après Touba, etc. etc. Mais Kankan, mais pourquoi c'est fait sciemment? Parce que Kankan est favorable. Kankan est quasiment le bastion ethnique de Alpha Condé. Et donc tout le monde sait que si toutes les autres localités peuvent ne pas voter pour Alpha Condé, mais Kankan va rester fidèle pour des raisons ethniques, mais pour des raisons communautaires, mais aussi pour des raisons d'avenir politique de certaines forces au niveau national. Oui, allez-y, M. Ndiaye. Je suis d'accord avec l'analyse de Massiga, mais qu'il faille revenir à l'autoritarisme assumé, c'est là où je serai plus ou moins nuancé. Parce que moi, je crois que ce qu'il y a en réalité en Afrique, c'est que nous voulons exercer la démocratie, sauf que nous n'avons pas une culture démocratique. Ça aussi, c'est un fait, il faut l'assumer. Et pour ce faire, moi, je crois qu'il faut revenir simplement aux principes et aux vertus. Parce que vous savez, la démocratie, elle admet les divisions. C'est-à-dire que la pensée unique, elle n'existe pas. Dès que vous acceptez d'être dans un système démocratique, vous admettez les divisions. Mais pour régler ces divisions-là, il faut en réalité que nous acceptions que chaque citoyen participe à l'expression de ses contradictions. Si tous les citoyens sentent qu'ils ont participé à l'expression de ces contradictions et que leur voix n'est pas confisquée, le problème il est réglé. Le cas de la Guinée, regardez ce qui se passe. Quand on estime la communauté guinéenne qui vit au Sénégal à quelque chose comme 2 à 3 millions et que
on vous dit qu'aucun d'entre eux n'a voté parce que justement, il y avait des problèmes et que l'État n'a pas su régler ces problèmes-là. Et on laisse en rade la diaspora qui avait son mot à dire, qui devait participer à l'expression de la démocratie guinéenne. Et ce n'est pas le seul pays où ils n'ont pas voté, parce que dans d'autres pays africains aussi, il y a des ressortissants guinéens qui n'ont pas voté. Ça pose problème. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Je crois que c'est Alexis de Tocqueville qui disait que quand dans la démocratie, il faut l'égalité. 3 types d'égalité fondamentales, même si on ne peut pas être égaux dans tout, mais il y a 3 types d'égalité qui sont fondamentales. L'égalité des lois, l'égalité des chances, l'égalité des considérations. Et en Guinée, il n'y a pas d'égalité des lois. Parce que justement, Alpha Condé, qui a le monopole sur la justice, a fait passer son référendum pour se représenter à un 3e mandat. Il n'y a pas l'égalité des chances parce que lui, il détient entre ses mains et le pouvoir politique, et le pouvoir économique et le pouvoir militaire. Et il n'y a pas l'égalité des considérations parce que comment vous pouvez comprendre qu'un président qui est le représentant de tout un pays dise que si vous votez pour tel candidat, c'est que vous avez trahi telle ethnie. On a un problème. Évidemment, on parlait même du fait qu'il alimentait des guerres interethniques. Des guerres interethniques. On a un problème donc dans l'expression même de notre démocratie. Or, la démocratie doit être l'expression de la vertu. Donc, c'est là où je dis, en réalité, qu'on peut ne pas aller vers justement des totalitarismes ou assumés, mais on peut réfléchir sur le modèle démocratique qu'on va mettre en place, faire en sorte que l'expression du suffrage populaire soit consacrée et soit préservée. Parce que ce qu'on a vu en Guinée aujourd'hui, c'est qu'il y a simplement une confiscation de la légitimité populaire. Les Guinéens se sont exprimés par les suffrages. Il y a un homme qui a confisqué la volonté populaire pour justement s'autoproclamer président de la République de Guinée. Justement, en parlant de cette population guinéenne, beaucoup aujourd'hui, en tout cas, sont dans la contestation de cette réélection d'Alpha Condé, déjà même avant, en ce qui concerne le 3e mandat. Cette population guinéenne, qui demande le départ d'Alpha Condé, est-ce qu'on va revivre la même situation qu'au Mali quand on parle aujourd'hui de jurisprudence? On en a parlé pour le 3e mandat. La population malienne a manifesté, on assiste au départ de Ibrahim Boubacar Keïta. Est-ce qu'on peut aujourd'hui s'attendre à revivre le même scénario en Guinée? Moi, je crois que tout dépend. Mais pour le moment, je ne mets pas les deux pays dans le même registre, sur le même piédestal, en quelque sorte. Parce que ce qui s'est passé au Mali s'est passé quasiment 6 mois après l'élection qui a été contestée. Et donc, ça concernait les législatives et ça ne concernait pas un seul acteur. Ça concernait plusieurs acteurs. Et là, la lutte est beaucoup plus facile quand tout le monde est pratiquement touché par la même injustice, en vérité. Alors que pour le cas de la Guinée, quand même, il y a d'autres communautés. Parce que quand même, il faut se dire que les relents de cette crise sont communautaire, ethnique, qu'on le veuille ou pas, c'est vraiment un problème ethnique assez profond et assez compliqué. J'ai fait plusieurs fois en Guinée, mais j'ai pu mesurer l'ampleur des divisions en fait. Ouais, parce qu'on a vu que les Peuls se sont automatiquement directement rangés du côté de Cellou Dalein Diallo. Oui, c'est ça qui s'est passé. Les Peuls sont derrière Cellou Dalein Diallo, les Soussous et les Malinké sont quasiment derrière Alpha Condé en fait. Mais ce qui s'est passé, c'est pour ça que moi la dernière fois, je disais qu'il faut aller vers peut-être ce qu'on connaît au Nigeria, vers une sorte de partage du pouvoir, puisque les acteurs politiques même sur place en Guinée le revendiquent en fait. Le discours constant en Guinée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui les gens se disent que pratiquement les Peuls ont été victimes d'injustice. Depuis pratiquement plus de 50 ans, les Peuls sont gouvernés, alors que les Peuls participent de manière active au processus politique, au processus économique, mais pour ce qui concerne le pouvoir politique, c'est compliqué. Toutes les décisions qui sont prises quasiment à l'encontre des Guinéens. Ça, c'est le discours le plus constant. Et que par exemple, les Malinké, les Soussous ont dirigé le pays, ça reste le tour maintenant des Peuls de passer. Et donc ça, c'est un problème, ça c'est le premier problème qu'il faut régler. Le deuxième problème, c'est quand même, il faut faire en sorte que les processus soient équitables. Tant que le processus n'est pas équitable, le résultat peut être considéré toujours comme injuste en vérité. Quel que soit le pays qu'on prend, si le processus n'est pas équitable au départ, si le processus a montré des failles, des limites objectives que tout le monde constate, parce que n'oublions pas que pour la Guinée, il y a quand même des acteurs internationaux qui mettent de l'argent dans leur processus politique, qui ont dû
partir parce qu'ils n'étaient pas satisfaits par le fichier, etc. Et pourtant, c'est le même fichier qui a servi à organiser des élections. Mais comme je disais, c'est en amont que la chose a été réglée, en fait. Par exemple, comme j'ai dit, par exemple, si on fait un peu, on regarde de plus en profondeur les résultats, on se rend compte, par exemple, que les villes qui sont favorables à Cellou Dalein Diallo, je vous parlais de Zéro Corée, de Bokeh, etc., souvent, il y a des villes qui sont des villes minières et que par conséquent, les populations ne s'y rendent que par saison, en fait, quand elles y vont juste pour avoir quelque chose à l'heure de la cueillette, etc., etc. Alors, on se rend compte que ces villes, par exemple, sont moins représentatives du point de vue population et du point de vue électoral. Et vous prenez comme une ville comme Kankan, où les populations sont à chaque fois sur place, et ça fait 22% de l'électorat. En vérité, même si sur les procès-verbaux qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut réellement comprendre que peut-être que l'écart n'est pas si important. Mais quand même, il y a quelque chose de fondamental, il y a quelque chose de point précis dans ces choses qui font réellement qu'il va falloir peut-être se poser des questions sur l'équilibre politique dans la préparation un peu des élections. Allez-y, monsieur. Oui, même si comparaison n'est pas raison, moi je crois que ce qui s'est passé aussi au Mali, il ne faut pas totalement l'exclure en Guinée et même dans certains autres pays de l'Afrique. Parce que moi je pose toujours le problème de la légalité et le problème de la légitimité. Vous savez, les lois, on peut leur faire ce qu'on veut. Et souvent c'est comme ça que ça se passe en Afrique. Quand on veut quelque chose, on se donne légalement les moyens de l'obtenir. Et justement, moi je crois que même dans quelques jours, Alpha Condé peut-être va prêter serment et sera élu président de la République de Guinée, comme ce fut le cas aussi avec Ibrahima Boubacar Keïta au Mali. Mais là, il est légalement élu. Mais il n'est pas légitimement élu. Parce que pour être élu légitimement, il faut avoir justement l'onction de la volonté populaire. Et c'est là où l'exercice maintenant du mandat va poser problème, comme cela a été le cas avec Alpha Condé. Et quand vous faites une extrapolation et que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au jour d'aujourd'hui, on nous dit que simplement 40% des électeurs ont retiré leur carte. On peut faire justement un parallélisme en disant c'est parce qu'il y a eu un appel au boycott. Il y a un appel justement à la désobéissance civile qui ont été lancés par les deux principaux leaders de l'opposition, Konabédié et Afinguessan, qui font en réalité que les électeurs ne se sentent pas concernés par cette élection-là. Maintenant, un président qui est élu dans des élections où le taux de participation est des plus faibles, n'aura jamais justement cette légitimité populaire dont on parle. L'apartheid, pour donner un exemple très simple, était inscrit dans le droit positif sud-africain. On acceptait la discrimination et la ségrégation. Est-ce pour autant que les Noirs l'ont accepté? On a vu où est-ce que ça a mené l'Afrique du Sud. On a vu justement où est-ce que le Mali en est aujourd'hui. Et il ne faut pas l'exclure que confisquer la volonté populaire puisse être fait ad vitam aeternam. Il peut arriver à un moment où le peuple voudra reprendre sa souveraineté et forcément on ira vers des classes qui font que justement il y a des éclatements de conflits par-ci. En parlant justement, oui, allez-y. Juste pour aborder un peu dans le sens de ce qui se passe actuellement au Mali et entre la Guinée, pourquoi moi je ne pense pas que la même situation puisse se reproduire en Guinée, c'est que aussi le Mali certes est habitué à des coups d'État, mais le Mali n'est pas aussi que cela habitué à des soubresauts politiques d'importance capitale qui puissent déterminer un peu l'avenir des acteurs politiques sur le terrain. Le Mali est habitué à des coups d'État. Par exemple, si on revisite l'histoire, on se rend compte que, par exemple, le pouvoir politique a été victime de plus de 3 à 4 fois des coups d'État. C'est un pays qui s'est construit sur les coups d'État. Oui, alors qu'en Guinée, il y a toujours eu des soubresauts politiques, mais il y a toujours un moyen de tenir quand même en laisse pratiquement toutes les populations et à faire de telle sorte que, par exemple, que les manifestations ne puissent pas prendre une ampleur inconsidérée. Et c'est ça la différence, en fait. Et c'est ça que Alpha Condé est en train de chercher à faire. Regardez depuis que les élections sont passées. Ça fait 2 à 3 jours, par exemple, que la CENI a donné les résultats des urnes, mais pratiquement, il n'y a pas de manifestation. Mais pourquoi? Parce que partout, il a fait... On assiste quand même à des morts. Oui, il y a des morts, mais ça, c'est des assassinats ciblés quasiment. Pratiquement tous les morts, c'est des gens qu'on trouve chez eux, qu'on cible et qu'on tue, des gens qui sortent pour manifester un peu, un groupe de 10 à 15 personnes quasiment dans les rues de Conakry, et la police tire sur eux. Mais il n'y a pas encore de manifestation d'ampleur, en fait, y compris du camp d'Alpha Condé. Parce que quand on est déclaré vainqueur à une élection présidentielle, mais ses partisans doivent sortir et jubiler. Mais eu égard à tout ce qui s'est passé, quasiment il n'y a pas eu un seul manifestant du camp d'Alpha Condé. Mais c'est parce que le pouvoir a réuni des mécanismes qui puissent permettre un peu de taire des velléités de contestation dans le pays. Et ça a été toujours comme ça en Guinée depuis 50 ans quasiment. On parle de contestation
également en Guinée, on voit un petit peu les images. Est-ce que la proclamation à contre-goutte de la CENI des résultats n'a fait qu'amplifier ces contestations-là? Ah non, forcément, quand on a vu la manière dont les résultats ont été proclamés par la CENI en donnant 4 circonscriptions sur 38, ensuite venir le lendemain pour ajouter d'autres circonscriptions, ça ne fait même pas sérieux. Pour faire crash, quoi, ça ne fait même pas sérieux. Parce que quand on proclame des résultats, on attend de compiler toutes les circonscriptions, d'avoir des résultats définitifs et de les proclamer. Parce que dès que vous proclamez des résultats partiels et que vous donnez une avance à un candidat et que son camp commence à jubiler et que vous revenez le lendemain pour donner d'autres résultats qui mettent justement son adversaire en avance, on va commencer à avoir des suspicions et penser en réalité qu'il y a quelque chose qui se trame. Et c'est là où la CENI aussi n'a pas pleinement joué son rôle, parce que quand vous êtes une structure reconnue qui est mise en place pour organiser les élections et pour veiller justement à la transparence des élections, vous ne devez pas aller dans ce genre de considération-là. Ça pose problème. Mais pour ce qui est également de la contestation, moi je considère en réalité que pour le moment rien n'est joué. Quand on voit que le Front National pour la défense de la Constitution appelle justement, c'était à partir d'aujourd'hui, à des manifestations illimitées. Et qu'on voit également que le parti d'Alpha Condé appelle également à des manifestations. Maintenant, si ces deux structures font jonction, parce qu'Alpha Condé en fait est dans une logique justement d'opposition frontale. Parce qu'il joue aussi sa dernière chance, quoi qu'on dise. Il n'admet pas et il n'acceptera pas les élections, les résultats qui ont été proclamés, et il dit qu'il sera justement à la tête du combat. Et on demande justement son départ. La population exige le départ, en tout cas, d'Alpha Condé. Vous pensez qu'il peut abdiquer? Il ne peut pas abdiquer simplement parce que la population le demande. S'il y a une pression internationale, je crois que là, il peut abdiquer. Et la pression internationale, elle existe, il ne faut pas l'oublier. Le vice-président de la Commission européenne a sorti un communiqué où il met en cause, très clairement, mot pour mot, il doute de la transparence des élections et des résultats qui ont été proclamés. Donc, même si ça devait être, pour moi, je pense bien, le rôle de la CEDEAO, de l'Union africaine, avant que des gens qui sont étrangers au continent viennent le dire pour nous, on voit en réalité que l'Europe s'intéresse à ce qui se fait. En plus, du point de vue de la géopolitique, n'oublions pas qu'Alpha Condé, aux élections de 2015, il était proche de la France et que la France avait laissé faire, même en sachant qu'il n'avait pas gagné les élections. Depuis lors, il s'est rapproché justement des Russes et des Turcs et ça ne plaît pas aux Français. Et quand vous voyez même par rapport aux résultats, en 2015, des télévisions comme France 24 ont été les premiers à proclamer justement la victoire d'Alpha Condé. Pour cette élection-là, elles se sont tues du moins ces télévisions-là et n'ont fait aucun commentaire sur la victoire d'Alpha Condé. Et ça, c'est des prémices quand on sait lire la géopolitique qui montrent en réalité que les puissances occidentales, européennes, en l'occurrence la France, justement ne sont pas de son côté et la pression justement peut venir à ce niveau-là et ça pourrait changer la donne. On a parlé évidemment des morts enregistrés en Guinée lors de ces manifestations-là. Il y a une mission conjointe de l'Union africaine, la CEDEAO et l'ONU qui ont en tout cas posé leur baluchon en Guinée pour essayer d'apporter une issue heureuse à cette crise post-électorale. Quelle appréciation faites-vous de cette mission de la CEDEAO conjointe à l'Union africaine et de l'ONU? Oui, moi je crois que c'est déjà une bonne chose que ces institutions puissent prendre la mesure de la situation et se rendre déjà sur place. C'est quelque chose. Je me dis toujours qu'elles auraient dû le faire depuis longtemps. Souvent, c'est des institutions qui viennent après que la crise s'est installée quasiment. Et je crois que c'est en passe d'être le cas quasiment en Guinée. On l'a vu un petit peu aussi en Côte d'Ivoire, avec la mission de la CEDEAO qui arrive. Oui, avec la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Quasiment, elles n'ont rien obtenu en Côte d'Ivoire, sinon que de demander à Ouattara de rencontrer les autres candidats à l'élection présidentielle pour faire en sorte que la crise soit derrière nous, ce que les autres acteurs ont refusé quasiment. Donc, situation de blocage quasi total pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Alors, pour la Guinée, quand même, elles sont revenues. Elles ont obtenu quelque chose de très positif, à savoir la levée du blocus qu'on a constaté depuis quelques jours chez Cellou Dalein Diallo. C'est déjà quelque chose. Lui-même, il s'inquiétait depuis quelques jours sur le fait que d'ici quelques temps, il n'aura plus les vivres, les moyens nécessaires pour continuer un peu à
vivre lui et tous ceux qui sont autour de lui, parce que même n'oublions pas qu'il est entouré de beaucoup de militants, surtout une centaine de jeunes qui assuraient en fait sa sécurité. Et donc moi je crois que la CEDEAO va devoir, et les institutions internationales, tous les acteurs quasiment qui étaient en Guinée, c'est maintenant que leur travail commence. Et leur travail va consister à faire quoi dans un premier temps? Là c'est un peu très difficile parce qu'ils ont raté le train de la marche, le train de l'histoire quasiment, excusez-moi, en faisant en sorte par exemple que les élections soient à cette situation, parce qu'ils auraient dû intervenir en aval, même si comme on peut le constater, hein, comme on l'a dit au cours du débat, que par exemple une institution comme l'Organisation internationale de la francophonie avait préféré quitter quand même la Guinée que de rester pour suivre la suite du processus électoral. L'Union européenne aussi avait dit réellement qu'elle ne faisait pas confiance aux fichiers sur la base duquel, par exemple, l'élection devait être organisée. Mais on se rend compte que là, elles sont obligées de revenir pour faire en sorte que la crise soit dissipée. Maintenant, la première bataille va consister maintenant à faire en sorte, par exemple, de tempérer les ardeurs. Faire en sorte que, par exemple, la situation de quasi-guerre civile, parce que bon, il ne faut pas avoir peur des mots. Ouais. On tend de plus en plus vers ça, vers des violences communautaires. Faire en sorte, par exemple, que les violences que nous avons constatées, que les manifestations annoncées par M. Ndiaye, par exemple, et qui sont réelles et qui vont être pleines de dangers, que ces manifestations puissent contribuer un peu à faire peut-être éclore la vérité et asseoir la démocratie, plutôt que de contribuer à une situation... Monsieur Ndiaye, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette première partie. On aura l'occasion, évidemment, de continuer, hein, mais sur nos thématiques sur le Nigeria. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième partie de votre émission Le Débrief. A tout de suite. Merci de nous rejoindre sur Média TV Afrique pour la deuxième et dernière partie de votre émission, Le Débrief. Depuis 2 semaines, le Nigeria est secoué par des manifestations de jeunes qui protestent contre la brutalité policière. L'immense capitale économique, Lagos, peuplée de 20 millions d'habitants, est devenue le théâtre des affrontements entre forces de l'ordre et population, faisant évidemment plusieurs morts. Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ces mouvements de contestation contre les violences policières ont pris une telle ampleur au Nigeria? Oui, moi je crois que d'abord il faut comprendre une chose, la configuration du Nigeria, elle est assez spécifique et c'est une zone ou une région de l'Afrique où l'on rencontre souvent des violences. Si ce ne sont pas des violences ethniques, ce sont des violences policières, parce que justement le Nigeria est pratiquement une fédération. Donc ça, il faut le comprendre d'abord. Maintenant, il faut aussi qu'on comprenne une chose, c'est que quand on veut être une démocratie, il faut se donner les moyens de l'être. Et je crois que dans une démocratie, le droit à la manifestation fait partie justement des droits les plus fondamentaux. Il faut en Afrique aussi qu'on accepte que les populations, à chaque fois justement qu'ils ont quelque chose à exprimer, qu'ils l'expriment par la voie de la manifestation si c'est ça qui leur chante. Et au Nigeria, je crois que c'est cela qui n'a pas été accepté par l'autorité, au point parce que n'oubliez pas que la police nigériane aussi est une police assez forte. Et c'est une police justement qui a les moyens et qui est souvent protégée, qui fait en réalité ils peuvent des fois donner l'impression d'être justement intouchables. Et c'est ce qui a fait en réalité, quand il y a eu ces manifestations contre les violences policières, parce que les populations en avaient assez, la police a réprimé, alors que le rôle de la police n'est pas de réprimer, en premier. Le rôle de la police, c'est de garantir justement l'ordre public. L'ordre public d'abord. Et quand on réprime, on ne garantit pas plus l'ordre public, on sème le chaos. Ça, c'est de 1. De 2, le rôle de la police également est de garantir la sécurité des citoyens et non pas de réprimer les citoyens. C'est là où, justement, ce qui s'est passé au Nigeria dépasse l'entendement. Comment on peut réprimer jusqu'à tuer parce que simplement, des citoyens se sont levés et ont exercé un droit, qui était le droit de manifester, fut-elle contre des bavures policières. Et c'est là où se réside l'incompréhension. Et l'incompréhension est d'autant plus manifeste que quand il y a eu justement cette répression et que mort d'homme s'en est suivi, le président du Nigeria n'a pas jugé nécessaire de réagir. Il est resté pendant plusieurs jours sans réagir, alors que c'est son peuple en réalité qui était en train d'être tué. On voit en réalité qu'il y a une cassure entre l'élite nigériane d'une part
avec sa police qui réprime, et d'autre part le peuple qui est réprimé et qui se dit donc à partir du moment où on en est à cette situation-là, il faut aller à la confrontation. Et c'est ça qui a exacerbé la situation. On a vu que les jours suivants, il y a eu des vagues de protestations qui ne se sont plus limitées à Lagos, mais dans pratiquement plusieurs pays, plusieurs régions du Nigeria, et ça c'est inacceptable. On a parlé de ces manifestations-là. L'objectif premier, c'était la dissolution de la SARS, cette unité-là de force spéciale qui était accusée de violation de droits de l'homme dans le pays. Est-ce que cette unité est-elle coutumière des faits? Oui, c'est une unité qui est coutumière des faits. C'est depuis pratiquement 5 ans, quasiment, cette unité revient à chaque fois qu'il y a eu des violences exercées sur des citoyens, sur de simples citoyens. Pratiquement, le rôle de cette unité est mis en cause dans toutes les répressions que le Nigérian a connues ces dernières années. Je rappelle que depuis 2014, quasiment, le régime nigérian a voulu faire en sorte que cette unité soit restructurée, soit en tout cas pour qu'on puisse faire évoluer ces missions. On a vu également le rapport de Amnesty International en 2014 qui avait titré avec Bienvenue en enfer, en parlant évidemment de... Depuis 2014. 2015, on a dit qu'on va restructurer. 2016, on dit qu'on va supprimer. 2017, on dit qu'on va encore réformer. 2018, on dit qu'on va réformer. 2019, on dit qu'on va supprimer. Et 2020, parce qu'il y a un précédent. C'est pas seulement ces mouvements-là qui ont déclenché en fait les manifestations contre cette unité. Il y a eu un précédent parce qu'actuellement, il faut se dire qu'on est arrivé à l'ère de quasiment l'information. Nous sommes dans des sociétés post-industrielles où chacun peut exercer le droit d'informer sur la base un peu de nos smartphones, mais sur la base aussi des outils technologiques qui sont à notre... Et donc, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est quoi? C'est qu'il y a quelques jours, on a vu sur les réseaux sociaux, quelqu'un posté, par exemple, une violence que cette unité a exercée sur une seule personne. Et donc, ça a conduit à sa mort. Voilà, ça a conduit à sa mort, et c'est comme ça que les jeunes se sont levés. Dans un premier temps, c'était un mouvement pacifique. Les gens, ils se levaient pour aller se rassembler quelque part, surtout sur le péage où a eu lieu les tueries. Et il y a eu des gens du pouvoir, après une dizaine de jours, excusez-moi, le mouvement prenait de l'ampleur. Et donc, il y a eu les gens du pouvoir qui ont voulu exercer une sorte de contre-pouvoir à ce mouvement. Donc, qui ont payé des gens qui sont allés semer le bordel quasiment, excusez-moi, entre guillemets, mais dans la manifestation qui était partie pour être pacifique de ces jeunes. Et c'est là qu'on a envoyé cette force qui n'a pas hésité du tout à tirer sur des manifestants pacifiques et complètement désarmés. Et donc, c'est ça qui s'est passé au Nigeria dernièrement. Et donc, depuis quelques années, quasiment, cette unité était... Mais ce qu'il faut se dire, c'est que aussi on est arrivé à des niveaux où quasiment au Nigeria, la parole est libérée en fait. Parce que le Nigeria, n'oublions pas que jusque dans les années 90, c'était un régime militaire pratiquement. Et jusqu'en 1995, où pratiquement tous les opposants et même les journalistes étaient emprisonnés, tués systématiquement et même exilés en quelque sorte. Et maintenant, c'est après, en 1999, avec le retour quand même d'un président comme Olusegun Obasanjo, sur la base de procédures démocratiques équitables, que le régime commence l'ouverture. Et donc, actuellement, il y a une sorte de cassure dans la société nigériane entre ces gens qui ont vécu les régimes autoritaires, les régimes militaires, et la jeunesse émancipée en quelque sorte, qui s'exprime à travers le rap, qui s'exprime sur les réseaux sociaux, qui s'exprime à travers les films de Nollywood et qui exerce... parce qu'on a vu également le soutien des nombreuses stars de la musique nigériane. De nombreuses stars de la musique nigériane, mais également des acteurs, américaines, mais également des acteurs de Nollywood. Il ne faut pas les oublier aussi, quand même, des gens comme John Dumelo ont exercé une pression énorme sur le pouvoir, avant même que le président Buhari ne prenne la parole. Quasiment, ce sont les acteurs de Nollywood qui ont poussé le président Buhari à prendre la parole. Quasiment. Mais M. Ndiaye, notre ami Massiga l'a souligné tout à l'heure, c'est un combat qui date depuis 2014. On est arrivé en 2017, nous sommes en 2020 aujourd'hui. Pourquoi le pouvoir en place, en l'occurrence le président Buhari, a cédé avec la dissolution de cette unité spéciale? Oui, vous savez, d'abord ce qu'il faut dire, c'est que dans un pays qui se respecte et qui va respecter les droits de l'homme, on ne peut pas se permettre d'avoir une police et d'avoir une police parallèle. Donc dès que vous avez une police et que vous avez une police parallèle qui agit en toute intimité, vous semez justement les germes d'une certaine violence. Et il y aura forcément des bavures policières à n'en pas finir. Maintenant, pourquoi le président
nigérian a cédé quant à la dissolution de cette unité, lui seul le sait. Peut-être que cette unité lui sert, comme cette unité a servi à ses prédécesseurs. Parce que n'oublions pas en réalité que ce n'est pas une unité simple comme ça qu'on peut dissoudre du jour au lendemain, parce que c'est constitué de hommes d'influence qui ont déjà servi et qui en savent justement sur l'État nigérian, sur le régime nigérian et sur sa manière de fonctionner. Mais l'un dans l'autre, on ne peut pas avoir une police parallèle dans un État démocratique. Maintenant, au temps où justement le Nigeria n'était pas un État démocratique, là on pouvait comprendre, parce que justement tous les dictateurs ont besoin d'avoir à leur côté justement des hommes de confiance qui font pour eux le sale boulot. Mais à partir du moment où vous vous émancipez et que vous changez de régime, vous devez fondamentalement dissoudre tout ce qui ressemble justement à cette SARS-là et qui est contesté. Et je crois que c'est là où se situe le problème. Le peuple nigérian a toujours demandé la dissolution. Les rapports des organismes internationaux, des organismes de défense des droits de l'homme ont toujours accablé cette police-là. Il faut aller vers la dissolution de cette police ou fondre cette police dans la police nationale pour régler le problème. C'est ça qui n'a pas été fait. C'est ça qui a amené maintenant les manifestations. Et c'est ça peut-être que cette police-là n'a pas supporté parce qu'ils pensaient que l'impunité qu'ils avaient depuis des années, ils l'ont toujours. Et que les temps ont changé en réalité. Les temps ont changé, les mentalités ont changé. Les peuples prennent en charge eux-mêmes leur propre destin. Et quand le peuple sent en réalité qu'une loi est injuste, le peuple n'a pas le droit de lui obéir. Je le disais tout à l'heure en parlant de la Côte d'Ivoire, quand on a appelé à la désobéissance civile, et qu'il y a certains qui sont offusqués que des hommes politiques puissent appeler à la désobéissance civile, j'ai dit on peut ne pas l'accepter, mais on peut comprendre cela. Parce que quand on sent en réalité qu'une loi elle est scélérate et qu'elle n'est pas là au service justement du peuple, on doit désobéir à cette loi-là, parce que c'est ça même être justement dans le fondement de la loi. Il n'y a rien qui s'appelle les fondements de la loi qui soit moral. Le peuple, justement, le peuple qui a décidé d'aller très loin dans ces manifestations, on a l'impression qu'en fait, ces manifestations a pris en tout cas une autre tournure. Nous ne sommes plus dans des manifestations contre les violences policières, même si c'était l'objectif premier. Aujourd'hui, nous sommes dans des contestations du mode de gouvernance du Nigeria. Oui, c'est devenu la caisse de résonance de tous les mots que les Nigérians rencontrent ces dernières années. Quasiment, pratiquement, parce que ce qui se passe est accentué, c'est des mots qui sont accentués par la crise. La police fait partie du mode de gouvernance. Du mode de gouvernance, absolument, jusque-là. Mais comme je disais, quand même, bon, la coupe était trop pleine pour les Nigérians. Mais où s'exprimer, c'était ça le problème. Jusque-là, pratiquement, la jeunesse... Ça a été un prétexte? Oui, non, c'était... Moi, je disais que c'était une opportunité qui a été saisie, en fait, par les populations et particulièrement par les jeunes. Regardez la situation. On parle de la jeunesse en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Sénégal, avec la situation qu'on connaît actuellement, la résurgence de l'immigration clandestine, mais aller dans des pays comme le Nigeria, où pratiquement le pétrole coule à flot, mais les citoyens n'arrivent pas à voir la couleur quasiment. Et donc c'était ça qui constituait pratiquement la source de revenus de plusieurs jeunes. C'est la raison pour laquelle la parole est libérée ces derniers mois. Les jeunes vont vers les réseaux sociaux, mais n'hésitent pas à dire ce qu'ils vivent comme situation. Oui, parce qu'on parle au Nigeria de l'augmentation des prix des denrées de première nécessité. Ça c'est dû à quoi? C'est dû à la chute du pétrole liée un peu à la crise du Covid. Quasiment, actuellement, si vous allez dans le milieu pétrolier aujourd'hui, c'est un milieu qui a perdu 80% de ses recettes comparé à l'avant Covid. Mais c'est énorme, étant entendu qu'avant même la Covid, pratiquement les recettes, l'ensemble des ressources étaient détenues par une caste, pratiquement une caste politique, une caste affairiste, etc., etc. Et le bas peuple, ce qu'on appelle entre guillemets le bas peuple, était laissé à lui-même. Et donc il va falloir peut-être réfléchir sur un principe que lui, Aragon, appelait le droit d'avoir des nausées en fait dans nos pays. Et parce que c'est ça en vérité. On a l'impression quasiment, plus nos pays deviennent riches, plus nous sommes dans des situations, des contextes jugés assez intéressants, que quasiment nos citoyens sont étouffés, ils n'ont plus rien à dire, ils n'ont plus rien à faire, quasiment ils ne contrôlent plus dans le système politique. Je crois que soit au Nigeria, que soit partout en Afrique de l'Ouest, il va falloir combattre cela et faire en sorte que par exemple que les populations puissent exercer leurs droits élémentaires, surtout le droit de manifester, de dire ce qu'ils pensent, le droit de participer un peu au processus politique. Le gouvernement se sent-il menacé par ces manifestations? Toute contestation populaire est une forme de menace pour le gouvernement, pour n'importe quel gouvernement dans n'importe quel pays. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pourquoi en Afrique, nous ne pouvons pas gérer les contestations populaires? Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez vu il y a quelques mois ce qui s'est passé en France avec le mouvement des Gilets jaunes, qui s'est étalé sur plusieurs mois.
et qui s'est justement diffusé dans plusieurs villes de France. Et le pouvoir français, l'État français a su contenir ces manifestants-là en leur donnant un cadre. Et même quand il y avait eu des black box à l'intérieur de ces manifestants qui cassaient, qui détruisaient, ils ont été maintenus. Ceux qui faisaient des troubles à l'ordre public ont été amenés à la police et la police a fait son travail. Mais en Afrique, quand il y a une manifestation, c'est comme si le pouvoir est pris de panique. La seule chose à laquelle on pense, c'est de sortir l'armée, de sortir la police et de tirer sur la foule. Parce que justement, il y a une panique qui accompagne souvent le pouvoir quand il y a manifestation. Donc, dès qu'il y a contestation populaire et que le pouvoir en place sent que le peuple est en train de prendre son destin en main, le pouvoir est menacé. Et c'est ce qui s'est passé également au Nigeria, maintenant exacerbé par le fait que cette police-là, cette SARS-là, considère en réalité qu'elle peut agir en toute impunité, parce que ça a toujours été souvent le cas, sauf que cette fois, les choses sont allées très très loin. Parce que justement, il y a eu des porteurs de voix qui ont porté le combat et qui ont voulu que cela ne se reproduise plus. Et c'est ça qui constitue justement le nœud du problème. Le président Muhammadu Buhari a appelé évidemment à l'arrêt total des manifestations, mais quand on regarde la virulence des manifestations dans certaines villes du pays, est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression que la méthode Buhari est à bout de souffle ? Oui, c'est une méthode qui est à bout de souffle, surtout que pratiquement personne n'attend plus rien de la parenthèse Buhari en quelque sorte. Les gens sont désespérés. Et pourtant, c'est quelqu'un sur qui, par exemple, les Nigérians fondaient beaucoup d'espoir, eu égard à son rôle dans le passé sur la marche du pays, eu égard à son rôle dans l'armée, eu égard aux promesses qu'il avait faites aussi aux populations de les sortir de l'ornière de la pauvreté. C'est surtout ça, surtout les populations qui n'arrivent pas à avoir, comme on le dit, $1 par jour, donc 1000 francs CFA pratiquement par mois. Et ça existe malheureusement. Maintenant, les élites politiques, surtout en Afrique de manière générale, ils sont dans des nuages. Souvent, elles vivent dans des nuages. Elles sont dans des situations qui sont telles que, par exemple, elles oublient que, par exemple, au niveau le plus bas, il y a des gens qui y vivent et qui n'arrivent pas à satisfaire les besoins les plus élémentaires. C'est ça qui s'est passé avec Buhari. En un moment, il a perdu le fil du pouvoir même. Le pouvoir même, parce que n'oublions pas qu'il s'est absenté pendant une longue période pour raison de maladie. Il est revenu, il ne gérait rien, il est retombé malade, etc., etc. Mais également, il a fait une délégation de pouvoir qui a conduit certains de ses proches à abuser des privilèges en fait de ce pouvoir. Et c'est ça qu'il faut se dire. Et donc, l'élection présidentielle presque au Nigeria, c'est dans 2 ans, je crois que c'est en 2023. Et pratiquement, les gens n'attendent plus rien de lui parce qu'ils savent que lui-même a dit qu'il ne sera pas candidat, mais de toute façon, il ne peut pas être candidat. Parce que le Nigeria n'est pas la Guinée, le Nigeria n'est pas la Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas être candidat et que par conséquent, là, il se contente de gérer un deuxième mandat extrêmement difficile où il est fragilisé du point de vue politique, il est fragilisé au sein de sa communauté parce que c'est cette communauté qui le soutient. Si ça aurait été cette communauté, peut-être qu'il ne serait jamais président de la République parce que quand même la manière de fonctionner du régime nigérien est assez atypique. C'est fondé sur le consensus, c'est fondé sur la conciliation, surtout confessionnelle. Et pratiquement, il est en train de perdre tous ses soutiens. Et c'est la raison pour laquelle il est un peu difficile actuellement d'attendre quelque chose de ce régime et que peut-être les jours et les mois à venir vont être encore beaucoup plus difficiles au Nigeria. Parlons dans la gestion de cette crise-là. Parce que quand la réaction, elle était tardive. Oui, la réaction, elle était tardive. Il a attendu d'être acculé, justement, d'avoir une pression populaire, mais aussi une pression de ceux qui sont les porteurs de voix pour réagir par la suite. Parce qu'au début, il avait laissé le soin simplement au gouverneur de Lagos de faire des déclarations, d'appeler au calme, ainsi de suite. Alors qu'il ne peut pas se passer une chose aussi grave dans ton pays où une police est opposée à la population et qu'il y a des morts d'hommes et ne pas réagir de manière instantanée. Et je crois que cela aussi, le peuple ne lui a pas pardonné ça et c'est la raison pour laquelle c'est comme une sorte de vase communicant. Les gens ont transféré le combat. Ce n'est plus un combat pour la dissolution de cette police-là, c'est un combat sur la bonne gouvernance parce que là aussi, il a failli. On parle à présent du rôle de la communauté internationale. L'ONU a condamné ces actes, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'assiste pas à des actes posés, en tout cas dans le pays. Quelle analyse faites-vous? Oui, vous savez, c'est toujours le problème avec les peuples souverains. Un État, quand il est souverain, la communauté internationale ne peut pas se lever du jour au lendemain et intervenir. Ce que la communauté internationale peut faire, c'est s'indigner, c'est condamner et aller justement vers un règlement du conflit. Faut-il une mission préventive à l'image de la Côte d'Ivoire ou de la Guinée? Mais espérons qu'on n'en sera pas là, mais si la situation venait à s'empirer, forcément il y aura une mission internationale. Maintenant, il faut
juste prier pour que justement l'État nigérian, les autorités nigérianes aient assez d'intelligence pour régler ce problème-là en interne. Et ce problème, il n'est pas difficile à régler. La première chose, c'est de donner des garanties, des assurances au peuple et aux manifestants quant à la dissolution de cette police-là. Parce que c'était la première forme de revendication. C'est-à-dire que le peuple attend quelque chose. Si on ne peut pas lui donner tout, il faut au moins lui en donner la moitié. Et je crois que le Nigeria est une grande nation de l'Afrique qui doit être capable de régler ses problèmes en interne et non pas attendre justement que la solution lui vienne de l'étranger. Et on a parlé de ces violences, de ces manifestations. Il y a une enquête qui a été ouverte sur les répressions des manifestations dans le pays. Une enquête dirigée par un organe indépendant. Comment jugez-vous cette initiative? Oui, moi je crois que c'est une très bonne initiative si ça peut permettre un peu de faire éclore la vérité. Ça peut permettre un peu de calmer les choses pour le moment, disons dans un premier temps, en attendant la dissolution de la police dont il parlait tantôt. Moi, je crois que la principale revendication, c'est ça. Les gens profitent d'une situation pour étaler leur misère. Mais en fait, la principale revendication, c'est ça. Après, il va falloir, parce que la crise a été tellement aiguë qu'elle a généré encore d'autres problèmes. Et après avoir réglé cette question sur la police, il va falloir s'attaquer à cette question. Je crois qu'une commission indépendante ne va pas régler tous les problèmes. Ça va peut-être permettre de mettre sur la table des questions vraiment pointues qui ont contribué un peu à cette situation, mais peut-être les propositions ne vont pas satisfaire quasiment les manifestants. Et ça, c'est connu. Parce que souvent, les faiblesses de ces commissions, c'est qu'on fait les études qu'il faut, on prend le temps, et puis on profite un peu de certaines situations pour sortir quelques bribes de recommandations, et après quasiment on range les rapports dans les tiroirs. Et je peux vous dire que le Nigeria a dans le passé connu énormément de commissions indépendantes chargées justement de réfléchir et d'établir des bilans sur des situations répressives qui sont produites dans le pays. Le Nigeria n'a pas connu une commission vérité et réconciliation au sens où on la connaîtrait par exemple en Afrique du Sud, au Rwanda et dans les pays comme le Togo ou le Bénin, etc. Encore moins une conférence internationale. Mais le Nigeria a mis énormément de commissions sur la table, chargées un peu de réfléchir sur les effets de la dictature, sur l'effet du passage des militaires, sur le rôle de la démocratie, sur les avancées, les acquis démocratiques, sur la question de la gouvernance, etc. etc. Et tous ces rapports n'ont pas donné vraiment une suite positive aux questions sur lesquelles ils traitaient en vérité. La police, vous l'avez souligné, a tiré à balles réelles sur la population. Une réaction qui nous éloigne du dialogue? Forcément, une réaction qui nous éloigne du dialogue, parce que je ne vois pas comment on peut réconcilier les deux camps maintenant. À partir du moment où c'est des dizaines de morts qui ont été causées justement par la police, je ne vois pas comment maintenant les manifestants peuvent reculer dans leur revendication qui est la dissolution de cette police-là. On parlait également tout à l'heure de la commission indépendante qui a été mise en place. Vous savez, souvent en Afrique aussi, nous on a ce type de problème. Quand on veut noyer un problème, on crée une commission indépendante. Moi, qu'elle s'appelle indépendante ou qu'elle s'appelle une commission partiale, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, voir quel est le contenu de sa mission d'abord. Ça, c'est de un. Ensuite, de voir qui compose cette commission-là. Est-ce que c'est une composition composée de technocrates qui ont été choisis justement par l'autorité pour faire un travail pour l'autorité et rendre compte à l'autorité? Cela, ça ne sert à rien. Maintenant, si c'est une commission qui est élargie et qu'on y retrouve justement des droits de l'homme, des gens de la société civile et même les représentants de la population pour faire toute la lumière sur cette affaire-là, moi j'applaudis des deux mains, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la police qui a tué. La police qui a tué a les moyens de maquiller son crime. Et la police, quand elle tue souvent, elle n'accepte jamais d'endosser la responsabilité et on nous mettra souvent devant le mur de ce qu'on appelle la légitime défense. Et je crois que ça ne peut pas régler le problème, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à partir du moment où la police a tiré à balles réelles et que ce sont des citoyens nigérians qui ont été tués. Pour régler le problème, il faut satisfaire la demande de la population qui, du reste, est une demande sociale. Parce que qui réclame les meilleures conditions de vie. Les meilleures conditions de vie et tout. Et cette police a été longtemps décriée. Et elle n'a pas été seulement décriée par justement le peuple nigérian, mais même les observateurs internationaux ont décrié cette police-là. Pourquoi ne pas mettre fin justement
à l'exercice de la mission de cette police, qui est une police parallèle, je le rappelle. On a l'impression qu'on assiste également aujourd'hui à une guerre interethnique quand on voit qu'il y a des jeunes d'autres ethnies bien installées au Nigeria qui disent ne pas se reconnaître dans la politique du président Muhammadu Buhari. Oui, moi je veux dire que oui, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Comme on a dit, surtout lors des manifestations, il y a quand même des gens qui ont intérêt à ce que le pays explose en vérité. Et ces forces-là sont en train de travailler en dessus. Il y a beaucoup de mécontents au Nigeria, liés au pétrole, liés à beaucoup d'autres choses. Et donc ces jeunes ont été instrumentalisés. Oui, il y a une instrumentalisation effectivement qui est là, qui est manifeste concernant ça. Moi je crois que les problèmes ethniques et tout, les problèmes de religion ont en partie été réglés au Nigeria par le régime nigérian, etc. Même s'il y a quand même des forces obscures, notamment liées à certaines religions qui s'opèrent dans des partis catholiques, chrétiennes et même parfois musulmans dans le nord, quoi. Donc ça existe, mais vraiment c'est des actes qui sont marginaux en vérité. Les problèmes ethniques pas complètement réglés, parce que bon, en Afrique aussi, c'est des problèmes qui sont toujours là, hein. C'est des problèmes qui sont là, avec lesquels on doit faire en vérité. Mais moi, je crois qu'en partie, le fond du problème au Nigeria, c'est pas ça. Comme on connaîtrait d'autres problèmes ailleurs, etc. Moi, je crois que pour le Nigeria, quand même, le problème ethnique n'est pas le véritable problème actuellement. On a parlé de cette puissance économique qu'est le Nigeria. Ces manifestations ont un petit peu paralysé le secteur, l'activité économique dans plusieurs villes. Faut-il craindre aujourd'hui une paralysie totale du secteur? Si ça continue, il faut le craindre et ça rend encore la situation beaucoup plus compliquée parce qu'il faut comprendre que pas seulement que l'économie du Nigeria, toute l'économie africaine, voire même l'économie mondiale, était paralysée ou est devenue morose avec le contexte justement de la pandémie de la Covid-19. Ça va être encore beaucoup plus compliqué quand on voit que les États européens commencent à se reconfiner. Et donc maintenant, si à cela s'ajoute une paralysie et une contestation au niveau du Nigeria, on est assis sur une poudrière. Parce que justement, il ne faut pas oublier le passé du Nigeria. C'est un passé qui est fait de violence, fait souvent de conflits ethniques, fait souvent de guerres. Et à chaque fois où il y a mouvement de foule, il ne faut même pas chercher à comprendre. Il y aura forcément manipulation, il y aura forcément des gens qui essaieront de contrôler une partie et de les opposer à l'autre partie. Parce que ça fait justement le jeu de ceux qui sont au pouvoir. Quand on peut diviser une contestation, on affaiblit les forces. Et c'est ce qui se passe également au Nigeria, parce que n'oublions pas en réalité que la révolte et les manifestations ne se passent pas dans une seule localité. Et dans chaque elle est étendue, et dans chaque localité, il y a des gouverneurs qui gèrent et qui ont des intérêts à préserver. Et donc, on pourrait penser qu'il y a une certaine manipulation de la foule pour pouvoir justement réduire les forces de la contestation et essayer de régler le problème. Mais si on devait continuer dans la contestation, il faut craindre aussi du point de vue économique qu'il y ait des conséquences à ce niveau. Et nous sommes malheureusement, messieurs, arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau monsieur Elad Ndiaye, analyste politique. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur le plateau du débrief. En face de vous, monsieur René Massiga, journaliste politique. Ça a également été un honneur de vous recevoir sur le plateau du débrief. Merci beaucoup. Et c'est la fin de votre émission Le Débrief sur Médien TV Afrique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.